Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. la RDC et le FMI concluent un accord sur la revue du programme économique en cours. L'institution salue la résilience de l'économie congolaise avec une croissance attendue au-delà de 5% en 2025 et 2026, malgré un contexte difficile. Au cœur de cet accord, discipline budgétaire, réforme structurelle et transparence dans la gestion. Vous suivrez tout à l'heure le chef d'émission du FMI pour la RDC. Et puis, protéger les enfants, une priorité nationale. Le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, annonce le lancement de la campagne de rattrapage vaccinal contre la rougeole et la rubéole du 27 novembre au 1er décembre. Les enfants de 6 mois à 14 ans sont concernés à travers tout le pays. Enfin, à l'international, le Kenya veut relancer la machine économique. Le ministre des Finances annonce la reprise des discussions avec le FMI. Objectif, lever les obstacles qui bloquent l'accès à un nouveau programme de soutien. Merci de rester fidèle à Géopolis Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ouvrons cette édition avec cette brève. Sur instruction du président Félix Tshisekedi, le directeur de cabinet Anthony Kinzo a demandé au vice-premier ministre de l'Intérieur Chabani Louko de mettre un moratoire sur les motions de défiance et de censure. Le gouvernement invite les assemblées provinciales à adopter une résolution suspendant ces procédures jusqu'à la fin de la guerre. Et puis, la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international ont conclu un accord sur la revue du programme économique en cours lors d'une réunion de haut niveau à la primature ce mercredi. L'accord souligne les progrès réalisés dans la discipline budgétaire et le respect des critères de performance, tout en ouvrant la voie à la poursuite des réformes structurelles, notamment dans la gestion des finances publiques. Malgré un environnement économique et sécuritaire difficile, le FMI salue la résilience de l'économie congolaise avec une croissance attendue supérieure à 5% pour 2025 et 2026. Les discussions ont également permis d'évaluer l'avancement des réformes avec des mesures concrètes prévues pour améliorer la gouvernance et la transparence des ressources publiques, notamment à travers la déconcentration de l'ordonnance dans certains ministères pilotes. Pour en savoir plus, je vous laisse suivre Calixte Opoxy, chef de mission du FMI pour la RDC, dans ce propos recueilli par Domomat. Le contexte sécuritaire et économique demeure difficile, mais malgré ces conditions, l'économie est restée résiliente, avec un taux de croissance qui est envisagé à plus de 5% en 2025 comme en 2026. Nous avons également noté que dans le cadre du programme, les critères de performance qui avaient été fixés ont été remplis et les efforts de réforme aussi ont été accomplis. Sur cette base et aussi sur la base des engagements qui ont été pris pour les prochaines revues, nous avons trouvé un accord
pour conclure cette revue. Donc nous avons trouvé un accord au niveau des services, bien entendu, avec les autorités pour que la revue soit conclue. La prochaine étape, c'est que nous allons soumettre cela à la direction générale du Fonds monétaire international et qui va aussi passer ce dossier au conseil d'administration du Fonds monétaire international pour examen. Au niveau budgétaire, malgré les difficultés, malgré les efforts, les difficultés surtout au niveau du plan sécuritaire, des dépenses liées à la sécurité, il y a eu des efforts qui ont été faits au niveau des recettes, aussi pour contrôler les dépenses, pour rester dans une certaine marge, dans un certain équilibre. Globalement aligné sur la loi de finances rectificative qui avait été adoptée par le Parlement en juin. Et il y a aussi des réformes qui sont en cours. Donc, les réformes d'étape sur la gestion des finances publiques, ça a aussi évolué. Et bientôt, vous aurez, dans les prochaines étapes, l'opérationnalisation de la déconcentration de l'ordonnancement dans les ministères pilotes, qui sont surtout des ministères sociaux. Et puis le vice-premier ministre et ministre de l'économie, Daniel Moukoko Samba, a expliqué ce mardi devant le Sénat les raisons de l'appréciation du franc congolais alors que la population déplore la baisse de son pouvoir d'achat. Face aux sénateurs, il a défendu les mesures économiques mises en place par le gouvernement et la Banque centrale. Daniela Kalal. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, était ce mardi face aux sénateurs. Invité à s'expliquer sur la flambée de prix et l'évolution du taux de change, il a assuré que l'appréciation du franc congolais n'est pas un hasard, mais les résultats de mesures coordonnées entre le gouvernement et la Banque centrale. La réponse à cette question, pour mettre ce phénomène dans le contexte international, dans le contexte global, nous ne sommes pas le seul pays dans lequel la monnaie nationale se serait appréciée par rapport au dollar. Le dollar s'est affaibli par rapport aux principales monnaies. Figer le taux de change utilisé pour calculer la réserve obligatoire à un taux de décembre 2021, 1999,9 francs, méritait quand même une certaine correction. Ce que le gouvernement et la Banque centrale ont fait, c'est tirer les leçons de ces épisodes de forte dépréciation du franc en 2023 et puis début 2024. Devant les élus, il a défendu les bilans de son ministère, soulignant la stabilité progressive du marché et la baisse constatée sur certains produits de première nécessité. Pour réussir justement cette stabilité qui a été observée entre juin 2024 et septembre 2025, le gouvernement et la Banque centrale vont continuer à coordonner leurs actions. Le gouvernement, lui, va maintenir sa stratégie de discipline budgétaire ciblée et sélective. En quoi elle consiste? Un resserrement rigoureux de dépenses discrétionnaires non essentielles. Concrètement, cela se traduit par des réductions substantielles des allocations destinées aux voyages officiels, aux cérémonies protocolaires et aux acquisitions des biens non prioritaires. Une intervention saluée par certains parlementaires, mais qui laisse encore des questions sur la durabilité de ces stabilités et son impact réel sur le panier de la ménagère. Changeons de chapitre. À Kinshasa, le secteur minier congolais était au centre des échanges lors de la 7e conférence annuelle de Glencore, un rendez-vous qui a réuni les principaux acteurs du domaine autour du thème « Assurer l'avenir des normes mondiales à l'impact local ». La première ministre Judith Suminwa Tuluka y a présenté les réformes engagées par son gouvernement pour améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo. Encore une fois avec Daniela Kalala.
C'est à Kinshasa qu'a eu lieu la 7e conférence annuelle des Glencore, un rendez-vous majeur du secteur minier réunissant décideurs politiques, investisseurs et industriels autour des enjeux de gouvernance et de durabilité. Invitée d'honneur, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a salué la contribution du secteur minier à l'économie nationale. Près de 2 milliards de dollars d'impôts versés chaque année, tout en mettant en avant les réformes destinées à rendre les climats des affaires plus attractifs et transparents. Il y a une volonté politique claire porté par le chef de l'État, qui a vraiment voulu que cette question du climat des affaires soit au centre de l'action gouvernementale. Nous voulons aller sur la diversification de notre économie. Nous voulons aller sur la transformation locale. Pourquoi? Parce que nous voulons créer de l'emploi. Parmi les priorités du gouvernement figure la digitalisation des régies financières pour lutter contre la corruption, la sécurité juridique des investissements, ainsi que la promotion de la participation congolaise, ainsi que la promotion de la participation de Congolais à la chaîne de valeur minière, notamment à travers des structures comme l'ARSP, l'ARCA ou le FOGEC. Il est important qu'au niveau du secteur bancaire, on puisse avoir une dynamique qui permet de donner des facilités de crédit à des jeunes sans qu'il y ait un niveau de risque élevé. Dans ce cadre-là, on a par exemple des structures comme le FOGEC qui sont là pour donner des garanties à des jeunes entrepreneurs. Pour Glencore, l'objectif est clair, bâtir une industrie responsable, inclusive et respectueuse de communautés locales. Cette conférence offre une opportunité précieuse d'échange, de transparence et de dialogue avec nos différentes parties prenantes. Elle nous permet de partager nos réalisations et nos défis de l'année écoulée, ainsi que de débattre des enjeux et perspectives du secteur. Pour Glencore, assurer l'avenir signifie investir dans ses employés, ses contractants, ses partenaires et les communautés environnantes. En réunissant à Kinshasa les acteurs clés du secteur, le groupe réaffirme sa volonté d'accompagner la RDC sur la voie d'un développement minier durable, alors que la demande mondiale en cuivre et cobalt ne cesse de croître. Depuis son avènement à la tête du Fonds de promotion de l'industrie, le directeur général Hervé-Claude Ntumba Batukonké propose une nouvelle approche de financement des projets. C'est dans ce cadre qu'il a échangé ce mercredi à Kinshasa avec Malik Fall, représentant pays de la Société financière internationale, une filiale de la Banque mondiale qui soutient le secteur privé à travers le monde. Les deux institutions ont des points communs concernant les financements des projets industriels dans le secteur agricole, énergétique, minier et autres. Suivez. Depuis son arrivée à la tête du Fonds de promotion de l'industrie, le directeur général Hervé-Claude Ntumba Batukonké propose une nouvelle approche de financement des projets. C'est dans ce cadre qu'il a échangé ce mercredi à Kinshasa avec Malik Fall, représentant pays de la Société financière internationale, une filiale de la Banque mondiale qui soutient le secteur privé à travers le monde. Les deux institutions ont des points communs concernant les financements des projets industriels dans les secteurs agricoles, énergétiques, miniers et autres. Il s'y est de noter que depuis 2021, la Société financière internationale a investi plus de 700 millions de dollars américains dans les télécommunications, les zones économiques spéciales, l'agriculture et les banques en République démocratique du Congo. Elle compte élargir son champ d'intervention dans les financements de bons projets porteurs de croissance et dans la formation et le renforcement des capacités et l'expertise congolaise. Pour le directeur général du FPI, la prospérité économique n'est pas l'apanage d'une seule institution de financement, mais plutôt une conjonction d'efforts et une synergie entre toutes les institutions. En tout cas, c'était un plaisir de rencontrer le nouveau directeur général du FPI. Nous avons échangé un peu sur la stratégie du FPI. Nous avons également partagé les réalisations et la stratégie de la SCFI ici au Congo pour le développement du secteur privé, pour le financement des industries. Et nous avons constaté que nous avons beaucoup d'objectifs communs et nous avons discuté des voies et moyens de développer des partenariats pour accroître les investissements des industries au Congo, puisque c'est un secteur qui crée beaucoup d'emplois et c'est une priorité pour le gouvernement également. Écoutez, le FPI a été très ouvert à ce partenariat
Nous avons convenu de continuer nos échanges pour entrer dans les détails par la suite. Mais nous sommes convenus qu'il y avait des intérêts communs très forts et qu'il y avait beaucoup d'avantages à pouvoir travailler ensemble sur ce secteur prioritaire et ce secteur stratégique pour le Congo. Le DG Ntumba a aussi reçu ce même mercredi un groupe d'investisseurs et dirigeants de grandes firmes américaines et canadiennes. La visite de ces opérateurs économiques à Kinshasa fait suite au contact noué récemment par le directeur général lors de sa participation au Forum économique de Washington, tenu le mois dernier, entre la RDC et les États-Unis. Les représentants des grands consortiums qui avaient suivi attentivement l'intervention d'Hervé Claude Ntumba sont venus explorer les opportunités d'investissement dans le domaine agropastoral. Autre chose, poursuivant sa mission dans la ville de Chikapa, au Kasaï, le fonds d'entretien routier FONER a visité, aux côtés du gouverneur Crispin Mukendi, 5 chantiers de lutte contre l'érosion exécutés par l'Office des voiries et drainage dans différents quartiers et communes. L'objectif de cette visite était de constater de visu l'avancement et la réalisation des travaux financés par le FONER et de s'assurer de leur impact sur la protection des infrastructures et des populations locales. C'est un reportage signé Blaise Kouzola et Giscard Tamba. La mission d'inspection du FONER a continué le mardi 28 octobre 2025, cette fois-ci dans le quartier et communes de la ville de Chikapa. Toujours accompagné du gouverneur de province, la délégation a visité tout le projet de lutte anti-érosive et voirie financé par le Fonds national d'entretien routier. Ntumba Mwena Mwanza, par exemple, où un ravin avait débuté depuis plusieurs années, engloutissant à son passage plusieurs maisons, le FONER qui a financé le projet de lutte anti-érosive exécuté par l'Office de voirie et drainage a eu à sauver de vies au-delà des infrastructures dans des édifices historiques. Nous remercions infiniment le gouverneur pour sa venue. Cela prouve qu'il a le souci de sa population. Nos remerciements vont aussi à l'OVD, mais surtout au FONER qui nous a sauvés en finançant ces travaux. Aux sites érosifs des Sogajik et de l'école primaire Kapongo, le constat était le même. Le travaux évolue de la meilleure de manière à la grande satisfaction du gouverneur Crispin Mukendi qui a encore une fois remercié les FONER pour son œuvre dans la province du Kasaï. On est à 90% satisfait de l'accompagnement du FONER et nous disons merci à monsieur le DG, monsieur le directeur général du FONER, qui ne se lasse pas, qui continue toujours à soutenir la province du Kasaï. Toute la population que je représente lui dit un grand merci. Pour sa part, Jean-Luc Kalingalingue, chef de la délégation du FONER, la satisfaction est totale au vu de travaux déjà réalisés. Nous sommes d'abord satisfaits de l'effort que l'autorité du FONER a pu entreprendre pour le financement de la lutte anti-érosive dans cette ville qui est un fléau terrible. On a sauvé beaucoup de biens ici au niveau de Chikapa. Nous sommes très satisfaits. Nous sommes venus encourager ceux qui travaillent d'aller jusqu'au bout. Nous encourageons également la population de ne pas jeter des immondices au risque d'occasionner des inondations sur la chaussée. La satisfaction était aussi le partage de l'Office de voirie et drainage, maître d'ouvrage qui, par son directeur provincial Titi Kwete, a émis le vœu de voir le FONER continuer avec le financement. Une joie immense d'avoir reçu la délégation du FONER qui est venue chez nous pour visiter les travaux qu'ils ont financés, visiter les travaux que l'OVD est en train d'exécuter. Parce que leur présence constitue pour nous un réconfort. Le Kasaï ne saura vivre ni exister sans le FONER. Cette phrase exprimée par la population montre combien le leadership de Pierre Bundoki a de l'impact positif dans cette province. Et puis, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba,
annoncé lors d'une conférence de presse ce mercredi 5 novembre le lancement du rattrapage vaccinal rougeole-rubéole du 27 novembre au 1er décembre 2025 pour les enfants de 6 mois à 14 ans. Dr Samuel Roger Kamba a par la même occasion souligné les progrès majeurs de la RDC dans la lutte contre la poliomyélite. Gigi Ninde nous en dit plus. Le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a annoncé ce mercredi, lors d'une conférence de presse, les avancées significatives réalisées dans la lutte contre la poliomyélite et la mise en place du nouveau vaccin rougeole-rubéole. Grâce à une mobilisation nationale soutenue, le nombre de cas de poliovirus confirmés est passé de plus de 500 en 2022 à moins de 10 en 2025, soit une réduction spectaculaire de 98%. En 2022, on avait 540 cas de poliomyélite dans notre cas. En 2023, nous sommes descendus à 284 à peu près. Et là, nous sommes à 8 cas de poliomyélite. Et c'est des variants liés au vaccin que nous avons. Ça veut dire que la poliomyélite sauvage est éradiquée, mais nous avons encore des variants qui peuvent être liés à la vaccination. Le ministre a également présenté l'introduction du vaccin RR qui permettra de protéger simultanément les enfants contre la rougeole et la rubéole. La première campagne de rattrapage se déroulera du 27 novembre au 1er décembre 2025, ciblant les enfants de 9 à 14 ans dans cette province. Pour ces deux maladies, rougeole et rubéole, on va vacciner quasiment toutes les provinces. On va introduire le vaccin à la fin de ce mois-ci et on va vacciner quasiment toutes les provinces. Mais on ne va pas le faire d'emblée, on va faire par bloc. On va faire un premier bloc qui commence avec le Grand Katanga, le Bas-Ouélé, le Haut-Ouélé et l'Ituri, qui vont constituer donc le premier bloc pour la vaccination. Et ensuite, l'année prochaine, on va finir les deux autres blocs. Comme ça, on aura vacciné plus de 30 millions de nos petits. Dans son allocution, le docteur Kamba a salué les partenaires techniques et financiers, les membres du corps médical ainsi que la presse, rappelant que cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts du gouvernement pour renforcer la santé publique et protéger chaque enfant congolais. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à interrompre définitivement la circulation du poliovirus d'ici 2026 et à atteindre l'élimination de la rougeole et de la rubéole d'ici 2030. Restons toujours dans le même chapitre pour parler cette fois d'une maladie qui touche les hommes, comme ça a été le cas pour le mois d'octobre rose dédié à la sensibilisation du cancer féminin, plus particulièrement celui des seins. Le mois de novembre est également dédié à la sensibilisation du cancer masculin en mettant l'accent sur celui de la prostate. Rosie Chioyo. Le mois de novembre est consacré à la sensibilisation du cancer masculin, plus particulièrement celui de la prostate, chaque année pour encourager le dépistage précoce et sensibiliser le public à la santé masculine, se présentant comme une glande qui fait partie de l'appareil reproducteur masculin. Elle est située sous la vessie, en avant du rectum et entoure le canal de l'urètre qui conduit l'urine de la vessie vers l'extérieur. Causée par l'âge avancé, la taille, les antécédents familiaux, des cancers de la prostate, l'origine éthique et l'obésité, elle est considérée comme le deuxième cancer au monde qui touche le plus l'homme après celui du poumon, comme l'explique le docteur Kondolo. Ainsi, le cancer de la prostate est le deuxième cancer masculin qui fait plus de victimes derrière celui des poumons. Et il est dit qu'un homme sur 7 en sera atteint au cours de sa vie. Cette pathologie demeure très dangereuse car les signes apparaissent qu'au moment où elle est déjà installée. Cependant, il est important de procéder au dépistage pour en être épargné, souligne-t-il encore. Les signes apparaissent généralement lorsque la maladie s'est déjà installée et il peut s'agir d'une incontinence ou une rétention urinaire et bien plus d'autres signes qui peuvent apparaître. Le diagnostic se pose par certains examens tels qu'un toucher rectal, le dosage de la PSA qui est un examen de base dans le diagnostic. Bien qu'elle soit dangereuse, il conclut que cette maladie se présente sous plusieurs stades et les traitements est fait en fonction de ce dernier.
Le traitement est donc fonction du stade de la maladie. On peut avoir une prostatite, une hypertrophie bénigne de la prostate, ou soit aussi un cancer de la prostate. Alors, selon chaque stade, il y a un traitement qui va avec. Pour éviter que cette pathologie n'écraille des victimes chaque année, contribuer à cette sensibilisation pourrait sauver des vies grâce au dépistage recommandé pour la prévenir et éviter les conséquences qu'elle découle lorsqu'elle s'aggrave. À Kinshasa, de plus en plus de personnes se soignent avec des plantes médicinales, souvent sans aucun examen préalable. Une pratique désormais très répandue chez les jeunes comme chez les plus vieux. Mais si certains y voient une solution accessible et naturelle, les professionnels de la santé, eux, alertent sur les risques et les complications possibles. Les praticiens, de leur côté, restent confiants dans l'efficacité de leurs remèdes. Didier Ilunga nous en dit plus. À Kinshasa, l'automédication, notamment à base des produits traditionnels, gagne du pain. Une habitude désormais ancrée dans les quotidiens des Quinois et Quinoises. Faute d'accès facile aux soins de santé ou par confiance envers les remèdes hérités des ancêtres, beaucoup préfèrent se soigner eux-mêmes, souvent sans avis médical. Pour certains professionnels de la santé, cette tendance représente un réel danger pour la société congolaise. Nous, étant professionnels de santé, nous recevons beaucoup de cas qui viennent nous consulter pour des intoxications médicamenteuses. Avant de prendre un médicament traditionnel, consultez d'abord un médecin. Si le médecin est au bout, à ce moment-là, ça sera peut-être une voie secondaire. Mais du côté des tradis praticiens, le discours est tout autre. Ils défendent leurs produits et affirment qu'ils ne présentent aucun risque pour la population. Il y a une complication de mon côté. Il n'y a pas de complications quant à la consommation de nos produits, car la pharmacopée tire ses origines dans le plan traditionnel. Lorsque vous consommez nos médicaments selon les prescrits, vous allez trouver satisfaction. Demi-verre bien. Rappelons que la médecine traditionnelle repose sur des savoirs ancestraux. Elle utilise des plantes, des minéraux et d'autres ressources naturelles pour prévenir et traiter diverses maladies. Elle fait aussi partie du patrimoine culturel, reflet d'une histoire et d'expériences transmises de génération en génération. Changeons cette page sanitaire pour la page internationale. Abidjan accueille du 4 au 7 novembre la 25e édition de l'Afreximbank Trade Finance Seminar, un rendez-vous incontournable qui réunit banquiers, investisseurs et experts pour impulser la croissance et la diversification économique en Afrique. Rosie Chioyo. Les Trade Finance Seminar 2025, organisé par l'Afreximbank du 4 au 7 novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, marque son 25e anniversaire. Véritable puissance de connexion, le forum vise à former les banques africaines, définir les étapes de l'investissement et accompagner les institutions dans la maîtrise des climats économiques dans un contexte où les déficits des financements du commerce dépassent les 100 milliards de dollars par an. Placé sous les thèmes, les financements du commerce à l'ère du perfectionnisme, s'adapter à la reconfiguration des alliances mondiales. Les forums se positionnent comme une plateforme stratégique pour cibler les opportunités du financement du commerce sur les continents. En accueillant cette 25e édition de l'ATFS, Abidjan s'impose comme un cœur financier de l'Afrique de l'Ouest. À noter qu'en 2024, le commerce intra-africain a progressé de 12,4%, atteignant plus de 220 milliards de dollars, un signe fort du dynamisme régional que ces séminaires souhaitent consolider. Afreximbank, à travers ce rendez-vous, réaffirme son engagement pour une Afrique autonome et industrialisée. Les continents a enregistré une croissance de 13,9% de son commerce de marchandises, atteignant 1500 milliards de dollars en 2024. En s'appuyant sur la formation, la coopération et les financements de petites et moyennes entreprises, les Trade Finance Seminar 2025 veut transformer cette progression en un développement durable. Je l'ai dit en titre, le Kenya va poursuivre les discussions avec le Fonds monétaire international afin de surmonter les principaux obstacles qui l'ont jusqu'à présent empêché d'obtenir un nouveau programme de soutien, a déclaré mardi le ministre de Finances du pays, John Mbadi. Encore une fois avec Rosie Chioyo.
Ces pays d'Afrique de l'Est a officiellement demandé un nouveau programme des prêts après l'expiration de l'accord précédent de 3,6 milliards de dollars en avril et des discussions ont eu lieu à Washington le mois dernier après une mission du FMI à Nairobi en septembre. Mbadi a déclaré lors d'une conférence de presse que les deux parties continuaient à discuter pour déterminer si les prêts titrisés et utilisés pour financer d'importantes améliorations des infrastructures devaient être considérés comme de la dette souveraine ou non. Le président William Ruto, qui a pris le pouvoir il y a 3 ans, a dû faire face à des choix difficiles après avoir hérité d'une économie fortement endettée, malgré une croissance du PIB qui atteint 5% au deuxième trimestre. Une série de taxes imposées par le gouvernement a déclenché l'année dernière des manifestations meurtrières menées par des jeunes. Son gouvernement a décidé de protéger certaines sources des revenus et d'emprunter sur celles-ci par l'intermédiaire d'entités spéciales dans le cadre d'un processus appelé titrisation. D'autres discussions auront lieu, a-t-il précisé, sans toutefois préciser quand. Le gouvernement émettra ces mois-ci une obligation titrisée afin d'élever 175 milliards de shillings pour la construction de routes, a déclaré Mbadi. Elle sera garantie par une taxe d'entretien routier prélevée sur les carburants des automobilistes. Il prévoit également d'élever des milliards de dollars pour l'extension de son principal aéroport de Nairobi et d'une ligne ferroviaire clé reliant la côte kenyenne à la frontière de l'Ouganda. De nombreux analystes affirment que le Kenya a besoin d'un nouveau programme du FMI pour ancrer le remboursement de sa dette extérieure. Mais Mbadi a déclaré que les financements du FMI n'étaient pas encore pris en compte dans les budgets du gouvernement pour cet exercice fiscal. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et commentaires de Dans mon mat. Voilà, toutes nos excuses pour ce léger désagrément. Je vais vous rappeler les différents titres. La RDC et le FMI concluent un accord sur la revue du programme économique en cours. L'institution salue la résilience de l'économie congolaise avec une croissance attendue au-delà de 5% en 2025 et 2026, malgré un contexte difficile. Au cœur de cet accord, discipline budgétaire, réformes structurelles et transparence dans la gestion. Vous avez suivi le chef de mission du FMI pour la RDC. Et puis, protéger les enfants, une priorité nationale. Le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, annonce le lancement de la campagne de rattrapage vaccinal contre la rougeole et la rubéole du 25 novembre au 1er novembre. Les enfants de 6 mois à 14 ans sont concernés à travers tout le pays. Enfin, à l'international, le Kenya veut relancer la machine économique. Le ministre des Finances annonce la reprise des discussions avec le FMI. Objectif, lever les obstacles qui bloquent l'accès à un nouveau programme de soutien. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de votre aimable attention. Je vous dis au revoir et je vous laisse entre les mains du programme de Géopolis Télévision. Ce journal vous a été présenté par Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire